retraite. Oh là là, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite. La retraite, c'est con. Ça te rend grognon. Alors Richard, après Reléron, Montpellier, Toulouse, ce matin nous allons à l'hôpital de Nice, enfin plus précisément dans la maison de retraite. Absolument. Et on va parler nouvelles technologies. Nouvelles technologies, un peu comme hier, mais adaptées à des pensionnaires de cette maison de retraite. Et vraiment, c'est une très belle initiative parce que dans la maison de retraite, certes, il y a des ateliers, certes, on s'occupe, mais parfois, il faut autre chose, il faut des animations. Une association du nom de La Bulle a proposé à l'hôpital de Nice et donc à la maison de retraite d'essayer de stimuler, de créer une animation autour d'Internet, autour d'une tablette numérique et essayer de créer du lien social, mais aussi, et vous allez le voir, c'est autre chose, c'est aussi de stimuler la mémoire, d'éviter des troubles de l'humeur et pourquoi pas, Thierry, en tout cas c'est ce que va nous dire le chef du service de gériatrie de l'hôpital de Nice, eh bien de limiter, grâce à cette animation, grâce à ces tablettes numériques, de limiter la prise de médicaments. Vous allez le voir tout de suite. On écoute tout de suite le chef de service de l'hôpital de Nice, de la gériatrie de Nice. Regardez. Alors ici au CHU de Nice, dans cette partie maison de retraite, qui est un lieu de vie avant d'être un lieu de soins, on a souhaité mettre en place, à travers des outils numériques que sont des tablettes, le moyen pour nos résidents à la fois de se stimuler, on va dire, sur le plan cognitif notamment, d'avoir des apprentissages nouveaux, mais aussi de créer du lien, notamment avec l'extérieur, avec leur famille, et de réussir à acquérir finalement un minimum de fonctionnement pour qu'ils puissent être autonomes et se décloisonner hors des murs de l'hôpital. C'est vraiment, alors, c'est laquelle? C'est celle-là? C'est celle-là. Elle est super. Ah, voilà. On a fait appel à une association qui s'appelle La Bulle, qui travaille, je trouve, vraiment très bien. Je suis en train de me faire prendre en photo là, en rafale en plus. On a décidé finalement de cibler 3 axes. Le premier axe, c'est un aspect un peu création, c'est utiliser par exemple récupérer des photos et pouvoir regarder des photos ou voire même pour ceux qui en ont envie ou qui en sont capables, les modifier. Et ça, je tapais sans savoir où je tapais. Eh bah oui, bah vous avez appelé mes parents. Un atelier jeu, parce que l'aspect ludique est vraiment très important. Donc comment récupérer un jeu et s'amuser avec un jeu sur tablette. Et enfin, l'aspect communication. Tu le lâches pas et tu l'emmènes où tu veux, vas-y. Ouais, voilà. Alors pour moi, ça fait partie, cette approche-là, de ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses. Vous savez qu'il y a un risque majeur de iatrogénie, c'est-à-dire l'accumulation de médicaments, notamment pour les gens âgés qui ont beaucoup de maladies. Et finalement, notamment sur les maladies dites du champ cognitif ou du champ psychique, ces approches-là permettent de réduire certainement, et on a déjà quelques preuves scientifiques là-dessus, le niveau de consommation, notamment des psychotropes, qui sont des médicaments très délétères parce qu'ils entraînent plein de problèmes sur cette population âgée. On va s'asseoir sur le petit banc là. Même si l'objet premier, c'est avant tout le lien social et c'est avant tout la motivation et l'intérêt et finalement le plaisir. Appuyez-vous. Parfait. Une vraie thérapie qui évite, vous le disiez tout à l'heure, la prise de médicaments. C'est incroyable, ça. Absolument. Mais on le comprend grâce à, on l'a vu sur ces images, grâce à cette réunion, on voit des sourires, on voit des échanges, on voit du partage. Eh bien, les gens, ils sont heureux. Et s'ils sont heureux, ils n'ont pas besoin de rester seuls dans leur chambre, d'être isolés. Et on peut comprendre, et des études médicales le démontrent, qu'on limite la prise de certains médicaments. Donc, c'est vraiment une belle initiative, une belle opération, et il faut associer toujours des thérapies, on appelle ça des thérapies non médicamenteuses, c'est-à-dire un peu de ce type de réunion, parce que derrière tout ça, il y a quand même une volonté de faire quelque chose, de stimuler. Vous avez vu, il y a des ateliers avec de la mémoire sur les photos, mémoire sur les textes, et tout ça c'est important parce que c'est comme ça qu'on va limiter justement des troubles de l'humeur, j'ose dire de dépression, mais c'est aussi, ça existe la dépression des personnes âgées, et là vraiment c'est une très très belle initiative. Avant que vous ne repartiez, je voudrais qu'on s'intéresse à la canicule. Bien évidemment, sûr. Nice, la ville de Nice est concernée par les grosses chaleurs. Bien sûr. Les gestes...
essentiel. Essentiel, c'est bien évidemment de boire régulièrement, et notamment des populations comme les personnes âgées, mais aussi les enfants, parce que on se déshydrate très vite. Ne pas bien fermer les volets, et puis si on a la possibilité, eh bien se mettre pas loin d'un ventilateur, même un ventilateur et d'un climatiseur, si on a enfin ces outils-là. Mais vraiment, il faut faire attention parce que ça arrive sans prévenir la déshydratation chez les personnes âgées. Donc je voudrais aussi rendre hommage à une association qui fait là un travail remarquable, l'association La Bulle, qui a été à l'origine de ce concept-là. Mais vous voyez, c'est un concept qui peut faire des émules ailleurs, parce que les maisons de retraite, parfois, cherchent de ce type d'animation. Merci Richard. Oui, il ne comprenait pas, Grégoire, il était là. Il dit pourquoi, pourquoi Frédéric Gersal tout de suite alors que Neymar va arriver à Paris. Voilà. Non. Oh, ça y est, c'est fait. Oui, quasiment, mais on ne va pas commencer par ça. Ouais. Bon, on va commencer, vous parliez de Nice, on va commencer par les Niçois, qui sont qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions. Super. Voilà, c'était face à l'Ajax Amsterdam. Ça n'a pas été si simple que ça se passait aux Pays-Bas. Je vous propose de regarder quelques images, quelques buts avec ces Niçois qui avaient été tenus en échec à l'aller à domicile. C'était eu un partout, les Niçois qui ouvrent le score dès la 3e minute sur une belle action collective conclue par Arnaud Souquet. Les Éclons tiennent jusqu'à la demi-heure de jeu. L'Ajax égalise, frappe croisée de Van de Beek. Et en deuxième période, les Néerlandais vont passer devant grâce à Sanchez. Et à ce moment-là du match, Nice est éliminé. Mais les Azuréens ne lâchent rien et reviennent au score. Vincent Marcel pour le 2-2 score final. Nice qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Et Nice qui connaîtra son adversaire vendredi. Le feuilleton Neymar touche quasiment à sa fin. Le Brésilien doit être présenté avant ce week-end par le PSG. Hier, il a pris congé de ses coéquipiers du Barça. L'attaquant de 25 ans a passé sa visite médicale à Porto. Et on rappelle le montant du transfert du siècle, 222 millions d'euros. À titre de comparaison, c'est le budget de l'Olympique lyonnais sur une année et près de 9 fois celui d'un petit club comme Amiens qui débutera en Ligue 1. Le salaire de Neymar va doubler. On parle de 30 millions d'euros par an. Et on va encore parler un petit peu de foot avec un résultat, celui de la finale de l'Audi Cup en Allemagne. Victoire de l'Atlético Madrid face à Liverpool. Les Espagnols ont ouvert le score grâce à Barra. Égalisation des Reds par Firmino sur penalty, un partout. Et ça s'est joué au tir au but remporté par les Madrilènes. Et là, on va à Washington. Oui, on va parler tennis. L'US Open débute à la fin du mois. Et il y a quelques Français qui sont déjà aux États-Unis. Ça ne s'est pas très bien passé pour ces Français, notamment cette nuit. Regardez, Gaël Monfils, qui est à Washington. Et cette nuit, il a été balayé d'entrée par un joueur issu des qualifications, l'Indien Bambri, 200e. Le Français, 20e du classement. Et tenant du titre ici, a été dominé 6-3, 4-6, 7-5. Une autre élimination tricolore, celle de Nicolas Mahut. Il est 111e, battu par le Canadien Raonic, lui qui est 10e. 7-6, 7-6 c'est le score. Et sorti également de Lucas Pouille, 17e du classement, balayé par l'Américain Tommy Paul, qui pointe au 225e rang. De la natation avec les vedettes des mondiaux qui se sont achevés dimanche. Ils sont en grande forme. Ils sont à Moscou pour la Coupe du Monde petit bassin. Le Sud-Africain Chad Leclos, champion du monde du 200 mètres papillon à Budapest, a dominé le 200 nage libre et le 100 mètres papillon. Hier, la Suédoise Sarah Sjöström a battu le record du monde du 50 mètres en 23 secondes 10, course dont elle détient la couronne mondiale. L'Italienne Pellegrini a remporté le 400 mètres nage libre et elle s'était offert le 200 mètres libre à Budapest. Et enfin, la Hongroise Katinka Hosszú s'est tranquillement imposée sur le 100 mètres d'eau, mais elle a dû s'employer sur le 104 nage ici à l'image, juste devant la Suédoise Sjöström. Du cyclisme, là, vraiment, il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Du cyclisme. En Pologne, en Espagne et aux États-Unis. On va commencer par les Polonais avec un petit passage à l'Est. Tour de Pologne, 5e étape, 130 km sprint à l'arrivée. Finale accrochée, victoire du Néerlandais Van Poppel. Le Slovaque Sagan est toujours en jaune. Le Tour de Burgos, c'est au nord de l'Espagne. C'est bien, on fait un cours de géographie. 155 km pour la deuxième étape. Également au sprint, succès de l'Italien Trentin. L'Espagnol Landa est leader du général. Le Français Alaphilippe est 3e. Et Tour de l'Utah, c'est au centre-ouest des États-Unis. 3e étape contre la montre remportée par le Canadien Brighton qui se hisse à la première marche du classement général. Et hier, vous vouliez du surf, grosse vague, parce qu'on a montré du surf avec les filles. Voici le Mexique, Puerto Escondido, c'est sur la côte pacifique. Première manche,
de Big Wave Tour, circuit mondial de grosses vagues. Le jeune américain hawaïen Kay Lenny, 24 ans, s'impose sur des vagues de près de 8 mètres. Il prend la tête du classement mondial. Il reste 2 épreuves, une à Nazaré, c'est au Portugal, et une à Hawaï, où j'espère qu'un jour Télématin m'enverra. Voilà. Ah, je crois que je vais m'y mettre. Au surf? Ah oui, Ouais, voilà, ça vous donne envie vous m'avez convaincu. Ouais, c'est pour vous, c'est cadeau. Bon, merci beaucoup. Vous vous rendez compte, on a pratiquement fait le tour du monde là, Ah dans bah, votre séquence. Et on se retrouve samedi. Et samedi aussi. Ah, samedi, on va faire du surf assis. Ah voilà, du surf assis, c'est à ça que je voulais venir. C'est pas mal, il aura tout essayé dans sa vie, Grégoire. Merci beaucoup. Sur une musique de Rameau, pour accueillir Jean-Frédéric Gersal, Jean-Philippe Rameau, et pour nous parler d'un château qui n'est pas très très loin du château de Roquetaillade dont on a parlé il y a quelques jours. Absolument. Donc on reste en Gironde, Oui. et nous allons exactement au château de la Brède. De la Brède. LA, plus loin, Brède, BRE, accent grave, DE. On voit la carte, on va s'apercevoir, oui, qu'on est en Gironde pour visiter ce château. Alors, c'est une particularité. Vous savez qu'on se promène depuis le début de cet été et on va découvrir les châteaux forts et les forteresses. Là, cette fois, vous allez découvrir quelque chose d'assez incroyable. C'est que ce château est entouré de douves. C'est pas la première fois. On en voit plein depuis le début. Mais là, celles-ci, elles sont en eau. Donc, il y a de l'eau. D'habitude, on parle de douves sèches. C'était la volonté d'ailleurs dès le Moyen-Âge. On créait des châteaux avec des douves sèches, c'est-à-dire sans eau, mais juste un grand trou autour du château qui permettait d'éviter d'être pris d'assaut. C'était pour se défendre, en voilà, fait. Absolument. C'est ça. Alors là aussi, c'est un château de défense. Vous avez raison de le rappeler parce que c'est un château qui a été construit comme un château fort. Il a la chance de n'avoir jamais été pris. Donc petit à petit, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, on va commencer à le rendre habitable, si j'ose dire, c'est-à-dire plus sympathique, plus de ponts-levis, comme l'on disait, on en parlait l'autre jour, des ponts dormants, c'est-à-dire des ponts fixes qui n'ont plus besoin de se relever pour protéger. Là, c'est le cas aussi. Et puis, on va découvrir surtout un lieu assez extraordinaire parce que c'est le lieu de naissance de Montesquieu. Nous étions alors le 18 janvier de l'an de grâce 1689 lorsqu'il a vu le jour dans ce château. Alors, il est baron de la Brède et baron de Montesquieu. Voilà pourquoi cet homme est si célèbre. Et puis, on a ce fameux portrait que l'on va découvrir dans le château. Et c'est le portrait unique de Montesquieu. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Allez, on part tout de suite en balade et on va découvrir. On va prendre de la hauteur, si vous voulez bien, parce que c'est un territoire immense, 160 hectares. Et puis regardez, ces vaches de race basadaise, elles sont rares, elles sont grises, elles ont la truffe rose, un petit peu comme vous, Thierry. Finalement, c'est une race qui est très appréciée en Gironde, évidemment, notamment. Voilà, les douves en eau, regardez. C'est magnifique. Extraordinaire château, ancien château fort. Il y a quelques moustiques, évidemment, dès qu'il y a de l'eau, il y a un petit peu de moustiques. Mais là, on va découvrir à la fois des réserves, mais aussi un pigeonnier. On appelle ça un coulombier, parce que le pigeon s'appelle en Gironde un coulon. Donc on appelle ça un coulombier, je dis bien, pas colombier. Et puis vous avez cette entrée, vous avez vu, avec un coude, avec 2 petits ponts. Le coude permettait évidemment de ralentir éventuellement les attaques potentielles. Dès qu'il y a un coude, ça complique. Et puis on rentre dans cette cour du château de la Brède, magnifique. Alors quand vous êtes guidé par Charlotte qui vous accompagne, ou par Franck à l'extérieur, vous allez découvrir des choses incroyables. Regardez, ce vestibule avec ces colonnes torses, elles sont énormes. Pourquoi ? Parce qu'elles soutiennent un plafond qui lui-même porte une bibliothèque. On va voir ça dans un instant. Voilà le seul et unique portrait de Montesquieu, parce qu'il avait horreur qu'on le peigne ou qu'on le sculpte. Donc il ne voulait jamais poser. Là, on rentre dans un salon où il y a tous les propriétaires qui se sont succédés, car ça appartient à la même famille de Montesquieu depuis l'époque. Aujourd'hui, c'est une fondation qui dirige ce lieu et c'est assez extraordinaire parce que là, on est dans sa chambre. Le sol, c'est celui qu'il foulait lui-même. C'est son bureau de travail. C'est son lit. C'est là où il a travaillé, c'est là où il a écrit. Et dès qu'on monte à l'étage, alors là, on découvre cette pièce incroyable. 216 mètres carrés. C'est là qu'il y avait sa bibliothèque. Les livres ont aujourd'hui disparu. Une partie a été donnée aux bibliothèques de Bordeaux. Et puis il y a ce plafond qui monte à plus de 8 mètres de haut avec du châtaignier, des lambris de châtaignier. Alors vous allez me dire, tiens, du châtaignier, mais pourquoi du châtaignier ? Le châtaignier empêche les insectes. À partir du moment où vous avez des livres, il est très important de ne pas avoir d'insectes qui auraient tendance à venir manger un petit peu vos ouvrages. Alors là, on découvre des lieux assez étonnants. Regardez ce couloir qui mène aux cuisines avec à gauche on les voit mal, mais ce sont des grosses armoires à décoration de diamants. Et puis on rentre dans la salle à manger, on a l'impression que vos hôtes vous attendent. Le couvert a été dressé, la table est dressée. Et là,
On n'attend plus que vous pour passer à table. Et si vous regardez par la fenêtre, alors là, vous découvrez, il y avait un parc à la française, un parc à l'anglaise, un jardin à l'anglaise. Et là, les propriétaires, en ce moment, sont en train de retravailler pour pouvoir redonner ce bosquet. Regardez le travail qui est fait, comme le bosquet du roi à Versailles. C'est incroyable. Les allées ont été tracées, mais il faut de la patience, toujours de la patience dès qu'on travaille les herbes, dès qu'on travaille les fleurs, dès qu'on travaille des plantes. Mais venez à la Brède, c'est un lieu magique. Si vous aimez Montesquieu, venez-y. Si vous n'aimez pas Montesquieu, venez-y, vous comprendrez pourquoi il faut l'aimer. Mais voilà, la Brède, c'est quand même un lieu absolument magique. Château fort est devenu château d'habitation. Qu'on peut visiter tous les jours. Absolument. Prendre rendez-vous, non? Non, les visites, et puis il y a des visites guidées, je vous dis, c'est extraordinaire. Et en plus, il y a une ferme à visiter juste à côté. Je vous dis, c'est un domaine de 160 hectares. Donc on vit avec la ferme. La ferme travaille, et puis il y a ces élevages de vaches de race bazadaise. J'y tiens parce que M. de Montesquieu, qui nous a accueillis, tient à signaler que cette race est une race qui est sauvegardée. Alors, on y retournera tout à l'heure, c'est tellement bien. Merci beaucoup, d'autres Frédéric. Nous partons, maintenant, dans les Landes, avec Laurence Beauvillard. Elle s'est rendue en Aquitaine, donc dans les Landes, au milieu des pins, et elle s'est intéressée à un autre projet formidable de récolte de résine qui devrait permettre de créer 3500 emplois. C'est pas mal. Comment? Vous allez voir ça tout de suite. Jusqu'au milieu du XXe siècle, une des activités économiques principales de cette région des Landes, c'était le gémage, c'est-à-dire la récolte de résine. Mais cette activité demandait beaucoup de main-d'œuvre et donc économiquement, ce n'était pas viable. Il fallait regratter l'arbre régulièrement, récupérer la résine dans ses petits pots. Et donc, aujourd'hui, une nouvelle société a décidé de relancer le gémage, mais avec une nouvelle technologie. C'est de la résine qu'on récolte. La résine est produite par le pin, c'est un moyen de protection de l'arbre. La récolte dure environ 3 mois et demi en faisant 6 blessures dans la saison. Une pâte qu'on a conçue, non nocif à l'environnement, qui sert d'activant et de retardateur pour éviter que le pain cicatrise trop vite. Sinon, le pain cicatrise en 1 journée ou 2 jours et on serait obligé de revenir trop souvent sur le même pain. Avant, et encore aujourd'hui, au Portugal, au Brésil, en Chine, ils mettent un activant à base d'acide sulfurique qui est très nocif pour l'environnement. Donc, ah oui, quand même, ça tient ça. Oui. Alors, c'est un produit à base de quoi? C'est un acide organique à base d'argile. D'accord, ça c'est secret, on ne dit pas. Oui. Il ne faut pas confondre la sève et la résine. La résine est produite uniquement par des résineux, comme ces pins maritimes. Elle est composée d'essence de térébenthine et de colophane. Cette résine est appelée la gemme et les récoltants des gémeurs. Alors je mets une poche sur chaque blessure. On va revenir régulièrement sur le même pain pour faire une nouvelle blessure. On récolte la gemme en vase clos. Et du coup, cette gemme reste propre et en même temps, on a moins d'évaporation des essences de térébenthine. Et ça, surtout, l'essence de térébenthine, c'est le produit noble. Voilà, c'est notre produit qu'on cherche à valoriser. Alors, pour remplir une poche, on met environ 3 mois et demi pour obtenir 3,4 kg en moyenne par pain. Voilà, j'ai fait le premier gémage de ma vie. Facile. Une fois que la résine est récoltée, elle part en distillerie. Et elle nous revient sous la forme de colophane, 70% de colophane. Comme ça, c'est de l'ambre. Mais enfin, plutôt, ce sera de l'ambre dans quelques dizaines de milliers d'années. La colophane, elle peut servir dans l'industrie pour des cols, des résines, des peintures, en cosmétique, pour faire, par exemple, de la cire à épiler. Et puis, de la térébenthine, qui est un produit noble dont on a besoin dans le secteur de l'aromathérapie et de l'industrie pharmaceutique. Cette première expérience a eu lieu sur la forêt gérée par l'Office national des forêts. Devant les bons résultats, il est prévu de doubler chaque année le nombre d'arbres traités, c'est-à-dire le nombre d'arbres gémés. Et c'est un projet économique énorme pour cette région, car la forêt des Landes est la plus grande forêt cultivée d'Europe. Voilà, donc à protéger absolument. Merci beaucoup, Laurence Beauvillard. Noi soli
come ogni sera, ma tu sei più triste. Ça, c'est une chanson qu'on retrouve dans un film de Luchino Visconti. Voilà, c'est une chanson qui est dans Sandra de Visconti, qui est un des grands films de Jean Sorel. La musique, c'est César Franck, plus des chansons populaires italiennes. Alors, mon cher Thierry, vous l'avez dit, à côté de la très très gentille Catherine Deneuve, il y a dans Belle de jour Jean Sorel. Alors, Jean Sorel, 1967, le film a 50 ans, physique renversant, une présence magnifique à l'écran, et c'est le grand séducteur, le jeune premier du cinéma français des années 60. Il a tourné avec Daniel Gaubert, avec Claude Autant-Lara, avec J'irai cracher sur vos tombes, qui était son premier film, Les Adolescentes, Catherine Spaak, enfin, c'est le grand. Il a tenu dans ses bras toutes les bombes, les films magnifiques, mais pas seulement parce que c'est un joli physique, parce que c'est un très bon comédien, et il faut avoir du répondant face à Lolo Brigida, face à Elsa Martinelli, face à Maryse Hamel, il faut tenir son... Donc, Belle de jour, belle présence magnifique. Et il a continué sa carrière sur cette lancée. Julien Duvivier, Charles de Poulle, Catherine Rouvel, des actrices fortes, je veux dire, comme ça, et il y avait une présence indéniable de Jean Sorel, avec ce physique absolument renversant, qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé. Au long du temps, je veux dire, il a tourné avec Benoît Jacquot, André Téchiné. Ce qui est amusant, c'est de voir comment l'image de Sorel, qui était le jeune premier transalpin, franco-italien de ces années-là, est devenu un acteur un peu intello, avec quelque chose, avec des metteurs en scène qui sont venus habiter son cerveau de façon intelligente. Il a tourné dans Téchiné, il résistait à Pizier, Huppert et Adjani, il faut quand même le faire. Ouais. Il avait été dans un film L'amant de Isabelle Huppert, et on le retrouve cette année, alors que c'est toujours un perdreau de l'année, mais enfin, les années sont passées. Il séduit, après avoir séduit la mère Isabelle Huppert, il séduit Lolita Chama dans Drôle d'oiseau. Dire quoi. Donc le cinéma le plus jeune, le plus moderne, le plus pointu, le plus original qui puisse exister. Donc je voulais vous raconter comment cette pérennité de Sorel à travers le demi-siècle existe. Vous allez regarder le physique qui est absolument renversant, intelligent, pas prétentieux, disponible pour d'autres aventures, d'autres films. Jean Sorel, en avant. Je me dis d'abord que j'ai eu de la chance, parce qu'il est évident que c'est un métier qu'on ne peut pas faire sans un minimum de chance. J'ai tourné dans le monde entier, sans doute plus qu'en France. Parce que la chose que j'adorais dans ce métier, et j'adore toujours d'ailleurs, c'était l'idée de partir, de monter dans ma voiture, de monter dans un avion, d'aller dans les pays que je ne connaissais absolument pas, faire quelquefois des films incertains. Ça, c'est une chose que j'ai adorée. J'ai aimé rencontrer ces gens avec qui j'ai travaillé, j'ai aimé ces metteurs en scène. Il y a le film de Ciné Lumet que j'avais aimé beaucoup, qui était Vue du pont. Il y a eu le film de Visconti, il y a eu Sandra. Il y a bien sûr Belle de jour. Dans les premiers films que j'ai faits dans les années 60, il y a le film d'Autant-Lara, Vive Henri IV, Vive l'amour. 487 première. C'est une comédie qui était drôle, qui était faite très bien avec des dialogues étonnants. Laissez-nous passer, ordre du roi. Vous restez ici, ordre du roi. Parfaitement, ordre du roi. Obéissez-moi d'abord, je suis votre mari. Mon mari, pas encore. Pas encore. Ah, vraiment? Avec tous les films que j'ai faits, j'ai toujours eu des partenaires absolument prodigieux, qui étaient des femmes d'un grand talent, mais d'une beauté... oui, c'est vrai. Quand on a un physique, il vous aide et il vous gêne. Bon, moi j'ai été aidé et gêné par le mien, comme tous les jeunes premiers, si on peut dire. Parce que les metteurs en scène ne veulent pas vous sortir de ce que vous êtes. Le séducteur, le jeune homme, le brave type et tout ça. Bon. Moi, j'aurais adoré faire des polars, jouer des rôles de salaud, jouer des rôles de... Parce que c'est beaucoup plus intéressant de confier un rôle de salaud à quelqu'un qui n'a pas la tête d'un salaud. En fait, le seul metteur en scène qui m'a donné la possibilité de jouer un rôle et de rejouer un contre-emploi, c'était Luchino Visconti pour Sandra, qui s'est à la fois servi du physique que j'avais et qui m'a fait faire le contraire, qui m'a fait tomber amoureux fou de ma sœur, c'était Claudia Cardinal, et d'avoir qu'une envie, c'était de l'aimer, de lui faire l'amour et tout ça. C'était la chose la plus extraordinaire, la plus rare que j'ai fait au cinéma quand même. Il y a un autre film que j'ai adoré, c'était le film de Buñuel. Belle de jour, c'est quand même un grand film. Mais surtout, il y a toujours chez toi cette distance. Je ne t'ai jamais senti tout près de moi. Je te demande pardon. C'est sans doute ma faute. Tu crois que malgré ça, je ne peux pas t'aimer? Je crois, oui. Je n'ai pas été appelé par les metteurs en scène de la Nouvelle Vague. Et j'ai été repêché
par la vague d'après, qui était Téchinet, qui était Benoît Jacquot, qui étaient tous ces gens-là. Il y a beaucoup de jeunes metteurs en scène que j'admire, avec lesquels j'aimerais travailler. J'adorais qu'ils me téléphonent en me disant « j'ai peut-être quelque chose pour toi et tout ça ». Tant que je ne suis pas complètement gâteux et que j'arrive encore à marcher, à bouger, j'ai envie de retravailler, j'ai envie de refaire ce métier. Alors, on dit chapeau. Moi, quand je serai grand, je veux être Jean Sorel. Ben voilà, vous l'êtes Jean Sorel. Mais sur le plateau, d'ailleurs, tout le monde est bouche bée quand même. Ah magnifique, ouais, magnifique. formidable. Donc Jean Sorel, prêt à travailler, magnifique. Le plus beau film, le plus drôle, le film de Sorel, s'appelle Monseigneur Cupidon. C'est un sketch de Mauro Bolognini. Donc on le trouve sur Internet. On le trouve pas sur DVD, mais allez le regarder sur Internet. Lolo Brigida a une chemise de nuit avec taillée dans une espèce de dentelle de soie noire. Elle danse pour la pâtée. Je vous jure, c'est à la fois scandaleux, érotique. Elle a été condamnée par la justice italienne, mais c'était pas tant. Et je voudrais dire qu'on a vu des extraits de Vive Henri IV, Vive l'amour, qui est un film qui existe chez Gaumont. Il y a plein de films de Sorel. Il y a Traqué par la Gestapo, dans lequel il joue avec Anna Maria Ferrero, donc qui existe aussi chez René Château Vidéo. Mais il y a plein de films de Sorel, Chair de poule, qui existent dans plein. Regardez ça. Monseigneur Cupidon, Lolo Brigida, en avant. Vive Parfait, merci beaucoup. Et puis la nouvelle version en ce moment, là sur les écrans, de Belle de jour, qui est ressortie hier, donc version totalement restaurée, bien évidemment. Merci Voilà. Henri-Jean. Avec Loïc de la Mornay, on va se faire un petit plaisir. Allez, on met les voiles sur un archipel méconnu que peu de gens doivent pouvoir situer sur une carte, et pourtant son nom vous est assez familier. Ce sont les Bermudes et leur fameux triangle. Partir en excursion autour des Bermudes est un dilemme. Comment résister à l'appel de ces eaux bluffantes de beauté? Mais comment être sûr de revenir de ce bout d'océan mortel qui a englouti tant de vies? Les inconscients s'accrochent à l'espoir inscrit sur le t-shirt du capitaine « J'ai survécu au triangle des Bermudes ». Fort de cette garantie, Chris Gauntlet emmène tous les jours ses clients plonger au large. Ce côté de l'île est pile sur la barrière de corail, juste avant l'océan profond. C'est pour ça qu'il y a plein d'épaves géniales ici. Là, mes clients sont un peu anxieux, mais ça va aller. Je ne reviendrai peut-être jamais, alors adieu. Après un dédale de canyons et de grottes sous-marines, les plongeurs atteignent le fond. Émergeant du plateau de sable, des formes fantomatiques de carcasses. Ici, une antique roue à aubes. Un peu plus loin, un moteur d'avion et son hélice. Là, une coque couchée sur le flanc. Autant de navires à jamais engloutis par le mystérieux triangle. Les Bermudes sont l'une des plus fantastiques concentrations d'épaves de tous les océans du globe. J'ai jamais vu un truc comme ça. Toutes ces épaves, la clarté de l'eau, c'était dingue. Qu'est-ce qui a bien pu précipiter tous ces bateaux par le fond? Ce pêcheur bermudien a déjà vécu des phénomènes étranges. Ma boussole s'est mise à tourner sur elle-même à 2 reprises, sans raison. Je pensais que j'avais quelque chose de métallique à côté qui l'a perturbé, mais non. Et puis ça s'est arrêté d'un coup. Mais pour les scientifiques, il n'y a pourtant pas de mystère. On sait que le champ magnétique aux Bermudes est un peu déformé à cause de la masse volcanique qui compose l'île. Et ça peut induire en erreur des marins et des pilotes non préparés et causer des accidents. Les Bermudiens sont d'ailleurs pour la plupart des descendants de naufragés. Ils ont construit ce bout de terre britannique avec ses cabines de téléphone aussi rouges qu'à Londres et surfent sur la légende et le business, comme avec cette excursion touristique de nuit autour des épaves. Des clients veulent croire à des explications surnaturelles, qu'au fond de l'eau il y a des extraterrestres ou un calamar géant. Moi, je ne dis pas aux gens quoi penser. D'autres iront exciter leur imagination à l'entrée des grottes de l'île.
Quand on arrive dans des endroits pareils, on se dit que ça pourrait conduire à la cité perdue de l'Atlantide. On peut vraiment y croire. Déception, le gouffre ne conduit pas aux portes de l'Atlantide. Il débouche sur un lieu moins extraordinaire mais plus relaxant, le seul endroit au monde où l'on trouve un spa flottant sous les stalactites. Merci Loïc Delamornay pour ce voyage aux Bermudes. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic Lisa, smile. tiens, on fait bien de parler de Mona Lisa avec Aurélia Bloch, notre oiseau de nuit. On en apprend de belles sur Léonard de Vinci. C'était un sacré fêtard, effectivement. Et on le connaît pour son talent de peintre, de sculpteur. Il adorait s'intéresser à la flore, à la faune. C'était un... Enfin bon, il avait plein de talents. Un créateur, un inventeur, un génie. Mais en même temps, c'était aussi un roi de la fête parce qu'on lui a demandé, en tout cas, François Ier lui a demandé d'organiser les plus belles fêtes du royaume et c'est ce qu'il a fait avec talent. Et c'est au Clos Lucé. Vous savez, il a séjourné au Clos Lucé les dernières années de sa vie, juste à côté du château d'Ambroise, en Touraine. Et c'est au Clos Lucé qu'il organisa les plus belles fêtes pour François Ier, des fêtes incroyables. Et c'est là où nous allons passer une soirée aux côtés de Léonard de Vinci parce qu'au Clos Lucé est organisé le 4 août et le 11 août prochain des soirées telles que l'organisait Léonard de Vinci à l'époque. Nous avons assisté aux répétitions. Ça commence par un dîner médiéval, après un spectacle inédit qui raconte les coulisses de ces fêtes. Et puis ça se termine avec un bal Renaissance. Nous avions assisté donc à ces préparations. Je vous laisse découvrir ces soirées inoubliables avec Léonard de Vinci. Nous organisons ici, au Clos Lucé, des nocturnes, dont l'objectif est de permettre au public de découvrir une facette inconnue de Léonard de Vinci, Léonard de Vinci, organisateur des fêtes royales. Léonard a déjà réglé tant de fêtes, mis au point tant de procédés, étonné tant de convives, fasciné tant de spectateurs, séduit tant de rois. Léonard de Vinci, à la demande du roi de France, organisait des fêtes somptueuses. Le roi François Ier invitait les ambassadeurs des différents pays d'Europe et Léonard de Vinci, qu'on ne soupçonnait pas justement être un grand organisateur de fêtes, a imaginé pour le roi des mécanismes de théâtre qui avaient pour objectif aussi d'asseoir le pouvoir du roi. Posez, Scylla, cette soupe froide de tomates à l'estragon. Le public est invité dans un premier temps à se restaurer et à découvrir des mets Renaissance. Il y a les soupes de courge, la courge qu'on rapporte des Amériques nouvelles, et les petites fouets que tous connaissons qui prennent naissance au Moyen-Âge et grandissent à la Renaissance, des petits pains dans lesquels on va mettre la rillette, dans lesquels l'on mettra toutes formes et sortes de préparations, froides ou chaudes, sucrées ou salées. Laissez-moi jouer le lion plutôt. Je rugirais si bien que je ferais dire au roi qu'il rugisse encore, qu'il rugisse encore. Le public est invité à s'asseoir sur le parvis devant le château, comme le faisait la cour de François Ier, et à regarder le spectacle qui permet là d'être aux côtés de Léonard de Vinci dans les coulisses de ces spectacles. Mon lion automate est beaucoup plus fascinant sans un être humain pour l'actionner. Il est lion. Au moment de la tombée de la nuit, on rentre dans l'intimité de Léonard de Vinci, de sa pensée. On va être dans un cadre plus onirique. Il bouge seul. On va découvrir les deux facettes de Léonard de Vinci, le côté solaire, son côté leader de troupe, metteur en scène, et puis un côté plus intime grâce à la vidéo, et puis grâce à des envolées lyriques qu'on n'a pas les moyens de montrer autrement qu'en vidéo, puisqu'on a très peu de traces de ce que Léonard de Vinci faisait à l'époque. Je veux des astres qui s'éveillent et s'élèvent dans les airs. On souhaite que le public sorte de ces soirées en se disant « Mais quel génie !» Il était capable d'imaginer ces décors inattendus, il était capable en permanence de surprendre ses publics. Alors vraiment, oui, c'était un génie. Voilà, c'est au château du Clos Lucé. Prochaine représentation. 2 soirées, le 4 et le 11 août prochain, pour vivre une nuit inoubliable. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure avec Aurélia. Quoi sert de vivre libre
vie sans amour. Voilà le bloc-notes artistique et culturel du genre. Et on va commencer avec Charlotte Pouteloup. On va parler d'un film dans lequel on va retrouver une Fanny Ardant. C'était elle qu'on entendait ? C'est elle qui chantait dans le film de François Ozon, 8 femmes. Une Fanny Ardante, une excellente comédienne, ça on le sait, mais qui va en surprendre plus d'un. Mais oui, elle nous surprend, c'est vrai, on la voit dans des comédies. Souvenez-vous, elle avait reçu un César en 97 pour Pédale douce, pour son rôle de la patronne de la boîte gay, et en même temps des films très confidentiels. Mais elle aime bien s'amuser, parfois, Fanny Ardant. Pour le coup, ici, dans Lola Pater, c'est un film plus intimiste, un film d'auteur, mais avec une note légère. C'est un film de Nadir Moknesh. Il est franco-algérien, il a 52 ans. C'est son 5e film. Il en a fait plusieurs, Délice Paloma, Viva l'Algérie. Il avait une déconvenue avec le film Délice Paloma en 2007, Nadir Moknesh, parce que son film n'avait pas reçu de visa d'exploitation sur le sol algérien. Oui, parce qu'à chaque fois, ce sont des portraits sans concession sur la société algérienne d'aujourd'hui. Il était question de trafic, de corruption. Ça n'avait pas plu. Depuis, Nadir Moknesh tourne tous ses films en France. Alors, de quoi ça parle ? Lola Pater, ça parle de Lola. Dans le film Lola, c'est Fanny Ardant. Elle vit à Paris, elle est professeure de danse orientale, et très vite, on se rend compte que plus tôt, dans une autre vie, Lola s'appelait Farid. Lola était un homme. Lola est transsexuelle, elle a changé de sexe. Et puis un jour, elle rencontre un jeune garçon qui cherche dans Paris, dans la communauté algérienne, à retrouver un certain Farid, son père. Oui, parce que sa mère est morte et il voudrait prévenir son père que sa mère est morte. Père qu'il a perdu de vue depuis bien longtemps. Et très vite, Lola se rend compte qu'il s'agit de son fils. Et oui, Lola s'appelait Farid. C'est le point de départ du film. Le film va nous faire suivre les retrouvailles tumultueuses, évidemment houleuses, douloureuses, mais aussi profondément humaines, entre cet homme devenu femme et son fils. Fanny Ardant est toujours... Elle n'est jamais complètement par hasard dans un film. Elle va nous le dire, puisque nous l'avons rencontrée. Elle se jette corps et âme dans les rôles, et pas n'importe lesquels. Extrait en images. Bonjour Fanny. Bonjour. Je cherche Farid Chekib, on m'a dit qu'il habitait ici. Je suis son fils, Sindine. Attendez une minute. Mais qui vous a dit que votre père habitait là? Vous êtes sa femme. Dites-lui que maman est morte. En lisant le scénario, est-ce qu'on se doute qu'on va être dans un bon film ? Je ne sais pas si on va être dans un bon film, mais en lisant le scénario, je savais que ça allait me passionner. Après, les résultats, c'est à la grâce du ciel. Quand j'ai rencontré Nadir Moknesh, je l'ai tout de suite aimé. Dans le cinéma, il y a le cinéma industriel et puis il y a les univers. Et je pense que Nadir a un univers. Ouais. Et ça me plaît beaucoup. Et justement, Fanny, vous qui avez tourné avec des très très grands, est-ce que vous éprouvez un plaisir particulier à tourner avec des jeunes cinéastes, avec des cinéastes moins confirmés, justement ? Je crois que chaque fois qu'on fait un film, curieusement, que le metteur en scène soit très affirmé ou qu'il commence, si c'est un vrai metteur en scène, ouais, à chaque fois, il remet toutes ses billes en jeu. C'est comme si c'était le premier ? Oui, et c'est là où on voit la qualité d'un metteur en scène, qu'il n'y a aucune certitude, aucune sécurité. Donc, le premier film ou le 20e film de quelqu'un, Ta mère, on s'est aimé. toujours le moment où on dira action, premier jour de tournage. Ouais. Il y a toujours la même fébrilité, la même promesse de bonheur. Zino, c'est moi. Je suis Farid, ton père. Voilà. Il dit, Fanny et moi, nous sommes investis corps et âme. Il y va fort, quand même. Bon, de toute façon, un film, c'est toujours on s'investit avec le corps. C'est obligé. L'âme, c'est dans les meilleurs cas. Au-delà d'un homme qui est devenu une femme, j'adorais ce personnage. Pourquoi ? J'adorais ce mélange de fantaisie et de vulnérabilité. J'adorais le fait qu'elle ait choisi et que tout ce choix libre se paye. Farid ? C'est Lola. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? J'ai permis de rectifier un peu son boulot. Tant de moi, c'est ça? Bah, qu'il veuille ou non, je reste ton père. Parce que t'es un père, toi, maintenant? Ça a été un tournage heureux? Très. Tous les matins, vous êtes sûr de retrouver ceux que vous aimez. Le chef du son, le chef de la lumière, avec qui on dit 2-3 phrases, mais qu'on aime bien. Voilà. Et puis après, ça s'arrête. Qu'est-ce qui vous reste du film, Fanny?
pense qu'on traverse la vie avec des moments très heureux et puis des moments très malheureux, mais qu'on ne saurait pas définir. On sait définir le malheur, mais on ne sait pas définir le bonheur. Parce que c'est un état de plénitude. Tout d'un coup, tout a un sens. Merci beaucoup Fanny et bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. On va dire que Nadir Moknesh, il s'intéresse vraiment à des sujets dont on parle beaucoup en ce moment. Hein, c'est vraiment. Du cinéma engagé, et c'est vrai que ça fait maintenant 30 ans qu'il vit à Paris, mais à chaque fois, il est question de la société algérienne. Très inspirante, toujours Fanny Ardant. Tout à l'heure, vous avez fait la langue à fourcher, vous avez dit Fanny Ardente. C'est exactement ça. J'ai dit ça, moi. Oui, tout à l'heure. Bon. Fanny Ardente, mais je trouve ça très joli. Ça sort mercredi prochain, le 9 août. Et c'est un thème qu'on avait abordé dans un documentaire exceptionnel sur France 2 il y a quelques mois. Les transgenres, la transsexualité, etc. Alors Anissa, d'abord, bonjour. Bonjour. Et en même temps, comment rester en forme en regardant la télévision ? Ah bah c'est possible, on regarde Channel 4, hein, direction nos amis anglais, et eux, ils ont trouvé effectivement la solution. Comment rester en forme, comment rester en bonne santé. C'est d'ailleurs le titre de l'émission dont on parle aujourd'hui. En version originale, ça donne How to Stay Well, s'il vous plaît. Et du coup, donc on parle d'une émission consacrée à la santé, mais une émission consacrée à des sujets concernants. Alors c'est quoi des sujets concernants en matière de santé ? Eh bien, vous savez, ce sont tous ces petits bobos un peu quotidiens et puis ces bobos un peu stars qui font la une de la presse de manière générale. Alors, si vous voulez imaginer, voilà, en plein hiver, lorsque nous avons les gros titres consacrés à la grippe ou encore à la fameuse gastro et à ses ravages. Voilà, nous avons des thèmes, des pages, des fois des enquêtes entières, comment y remédier, etc. Voilà un sujet concernant un peu populaire, un peu star. Et du coup, les Anglais se sont dit, tiens, et si on allait décrypter tout ça pour voir, démêler le vrai du faux, en découdre un petit peu. Et voilà comment est-ce que 3 médecins anglais décident de découvrir et de démêler le vrai du faux dans chacun de ces sujets. On suit leur déambulation et puis on en apprend énormément. Alors, si d'ici, je vous vois vous dire, mais bon, sinon la grippe et la gastro, si une fois qu'on a fait ça, on a fait le tour. Eh non, il y a de quoi faire. Regardez. Phil and I are both GPs, and Javid works in emergency medicine. We're investigating the truth behind health-related headlines. That's reassuring. It is reassuring. And what we can all do to stay well. You guys ready? Yeah. Shall we do it? 3, 2, 1. Coming up, Javid investigates the hidden dangers of dog walking. That's what goes into the skin, and you can see how barbed it is. Phil is finding out whether smartphones are ruining male fertility. Let's get you to drop your trousers. And Helen is asking how far from the sneeze can you catch a disease? Sally, are you ready? No response. Alors voilà, si vous aimez, si vous voulez voir des insectes de près, comme ceux qui imitaient très bien Frédéric Gersal tout à l'heure, vous regardez l'émission Comment rester en pleine forme. Bah oui, mais alors, et pas seulement, il n'y a pas vraiment que les insectes. Vous avez vu, en plus, ce sont des questions. Si vous tombez sur cette émission, à ce moment-là, vous avez envie de regarder. Est-ce que les téléphones portables diminuent effectivement, on va dire, la force des spermatozoïdes ? La réponse est oui. Est-ce que... Bah oui. À combien de mètres est-ce que vous pouvez choper le microbe de quelqu'un qui a éternué dans un bus ou dans un wagon de métro ? Eh bien, je vais vous dire 5 à 8 mètres. Et il explique. Le microbe de votre éternuement, vous le retrouvez encore à 8 mètres de vous. Voilà. Il s'agit de réponses qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de comprendre. Il reste le sujet du jour, la maladie de Lyme. On en parle de plus en plus. On sait qu'elle peut avoir de grosses conséquences. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, et ici, on essayait de comprendre comment on l'attrape et est-elle si dangereuse ? Regardez. Dog walking, healthy pastime, right? Well, according to the papers, it could be risky business due to the growing threat of Lyme disease. So, how at risk of becoming infected are dog walkers like me? I've come to the New Forest to meet Dr. James Logan, a world leader in disease-spreading bugs. Lyme disease is caused by a bacteria called Borrelia. Then pass it on to us via a bite. There are plenty of ticks in the New Forest,
but how many carry bacteria that causes the illness? We collected 58 ticks. Kaylee's analysed them all, and only 2 are capable of causing Lyme disease. I was horrified when I went on that walk and found so many ticks so quickly in such a short distance. But actually, not all the ticks have the bug that causes Lyme. And if you're diagnosed in good time, a 2 to 4 week course of antibiotics should successfully treat the infection. Pas rien, ouais. Ah oui, quand on est un petit peu hypochondriaque et quand on a un chien, il faut se méfier quand même. Bah voilà, c'est bien de le savoir parce que du coup, vous savez que si jamais vous avez une piqûre de tique, eh ben, vaut mieux aller consulter dans les 24 heures et quitte à prendre quelques semaines d'antibiotiques plutôt que de se retrouver avec un petit souci. Vous apprenez aussi que, bon, sur le nombre de tiques qu'il y a, bon, il y en a, c'est une petite proportion, c'est bien de le savoir. Je vais juste corriger une chose parce que mon amie Charlotte vient de préciser, je crois qu'on dit la maladie de Lyme, excusez-moi, j'ai dit la maladie de Lyme. Donc ça, c'est une émission, c'est quoi? C'est hebdomadaire? C'est hebdo et on adore, on apprend plein de choses. Hein. Et tout dans la joie et la bonne humeur avec cette équipe de médecins dynamiques. Chaque semaine des spécialistes différents ou ce sont toujours les mêmes? Non, ce sont toujours les mêmes médecins, les 3 mêmes médecins qui se mettent en situation à chaque fois. Voilà, comment rester en pleine forme. Voilà, on allait faire un petit tour sur Channel 4 ou en regardant Télématin, ce qui est pas mal non plus. C'est même très bien. En tout cas, nous on fait le maximum. Hein. On donne tout. Oui, nous on donne tout. Ah, vous faites le maximum? Oui. En tout cas, j'essaye. Vous vous rendez compte, la vie en rose, version Bollywood, le travail de Philippe Miramont à la réalisation, histoire de la littérature française qui nous réserve pas mal de surprises. Voilà, il y a des succès qu'on ne voit pas arriver et le livre dont va nous parler Anne-Marie Revol en fait partie. Vous avez peut-être lu ou vous verrez peut-être le film, je crois qu'il y a un film qui va être adapté. Il y a un film qui est en cours. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas. Exactement, c'était Paris. Un titre Paris. simple à pas. Toujours. Pas trop long. Pas trop long. Alors, c'est toujours ces films. Après, ça devient toujours ces livres, Le Fakir ou quelque chose comme ça, quand on en parle en librairie. En l'occurrence, c'est L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, publié aux éditions du Dilettante en 2013. Et c'est un livre que personne, effectivement, n'a vu venir à tel point que son auteur n'y croyait même pas. Il avait déjà envoyé 8 manuscrits à des maisons d'édition. On lui avait tout refusé. Celui-ci lui avait également été refusé. Et puis, heureusement, l'éditeur s'est ravisé. Il a rejeté un œil sur le manuscrit et s'est dit, mais bien sûr, il faut sortir cet ouvrage qui a quand même fait 450 000 ventes. Hein, pas mal, hein, ça fait rêver. Alors, il faut savoir qu'un roman moyen, c'est 100 exemplaires. Hein. C'est ça. Et un premier roman, on est content à 2000 exemplaires. Donc, c'est L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. J'ai rencontré Romain Puertolas, un auteur extrêmement sympathique, qui m'a raconté dans quelles conditions il a eu l'idée d'écrire ce livre et comment ça s'est passé. Le premier mot que prononça l'Indien Ajatashatru Lavash Patel en arrivant en France fut un mot suédois, un comble, Ikea. Comment est née cette folle histoire de fakir ? Cette folle histoire de fakir est née dans le métro. Le titre d'abord, puis la première phrase, et c'est parti tout seul. Quand vous écrivez, vous savez où vous allez ou vous êtes porté par l'histoire et les personnages ? Je n'ai pas une méthode de travail où je fais des plans, des fiches. D'ailleurs, je n'écris presque pas à mon bureau. J'écris dans le RER, dans les avions, dans les trains. J'écris justement sur le mouvement. Concrètement, c'est comme ça. C'est que je suis en train de prendre ma boîte d'haricots verts et là, j'ai une phrase qui vient. J'ai pas les idées, c'est carrément les phrases. Donc, il est très important pour moi de tout noter directement parce que j'ai pas de mémoire. Comment vous créez vos personnages ? J'utilise énormément le cliché. J'utilise énormément de nationalité aussi, et beaucoup de couleurs. Il faut que j'écrive sur des personnages que peut-être je ne rencontrerai pas dans ma vie quotidienne. Parce que pour moi, c'est ça, écrire, c'est m'évader. Et comment vous prononcez le nom de votre héros ? Ajatashatru Lavash Patel. Vous étiez adepte des blagues carambars quand vous étiez petit ? Oui, j'aimais bien les blagues carambars, oui. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des gens, il y a des critiques qui ont un peu comparé mon humour à l'humour carambar. Bon, il y a des blagues qui sont pas très marrantes, et puis il y a des blagues qui sont bien trouvées. Le fakir, c'est une fable, un roman d'apprentissage ou un polar ? Je peux pas dire en tout cas que ce soit un polar parce que c'est pas une histoire policière, bien qu'il y ait des policiers. J'y ai mis mon expérience jusqu'à l'époque où je travaillais à la police aux frontières. Mais c'est pas policier en ce sens qu'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas à chercher un assassin. J'aime bien le conte, donc je pense qu'on peut dire que c'est un conte moderne,
avec des références modernes, hein, comme les marques qui sont citées. J'adore citer des marques, parce que je trouve que mes écrits sont déjà tellement, on va dire, loufoques, qu'il faut que je l'ancre quand même dans du réel. Je n'écris pas de la science-fiction. Est-ce que vous avez galéré avant d'être édité ? Depuis que je suis petit, j'écris des histoires. J'ai commencé vers l'âge de 7 ans, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des petites histoires. Jamais ça ne m'est passé par la tête de me dire « je vais être écrivain ». Ça me paraissait quelque chose d'impossible. Et donc j'ai écrit 7 manuscrits que j'ai envoyés et j'ai commencé à faire la collection de mes des lettres de refus. Et j'ai eu cette surprise avec Le Dilettante d'être publié. Qu'est-ce que le fakir a changé dans votre vie ? Il a tout changé, ça a été... il a tout chamboulé. Je me rappelle un moment merveilleux, j'étais dans une réunion de police à Varsovie. Et là, je m'ennuyais un peu. Je regardais mon portable qui m'apprenait que mon livre était acheté ici, là, aux enchères par-ci, aux enchères par-là. Et je me suis dit, je ne vais plus revenir à ces réunions-là. Ma vie d'avant est terminée. Regardez-moi parce que c'est la dernière fois que je suis ici. J'adore. Ma vie d'avant, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est grâce à un livre sur un sujet. Vous avez, je suppose, lu ou entendu parler de Candide de Voltaire. C'est Candide de Voltaire, son ouvrage. En fait, c'est un fakir qui arrive en Europe, dans un grand magasin de meubles suédois, pour acheter un matelas à clous. Et évidemment, ça part mal. Et en fait, il y a cet homme qui a l'air à la fois un peu bébête, mais extrêmement fin, qui va aller de fil en aiguille d'un pays à un autre, rencontrer des gens. C'est Candide de Voltaire. Donc c'est un livre assez universel, d'où sûrement... Des thèmes qui ont trait à l'immigration, évidemment, au rejet, à la tolérance. C'est très mélancolique, c'est très drôle. C'est un livre très riche, d'où son succès, évidemment. Et il y a une petite chose qui est très amusante, c'est que je pense que ce qui a beaucoup joué aussi dans le succès, c'est le titre, qui est quand même très accrocheur, et cette espèce de logo que l'on voyait sur les premières éditions, et le vendeur de meubles suédois a exigé que l'on retire son logo du livre, de la couverture du livre. Du coup, c'est devenu une armoire toute rouge. Mais avant, vous voyez le logo du magasin. Donc voilà, donc c'est un livre qui fonctionne tellement bien qu'il y a une adaptation cinématographique par le réalisateur québécois de Starbucks, s'il vous plaît. Donc il y a notamment dans le film qui est tourné en Belgique, Bérénice Bejo et Gérard Jugnot. Et puis, je vous recommande le dernier ouvrage de Romain Puertolas qui s'appelle Tout un été sans Facebook. Et c'est l'histoire d'une flic noire assez grosse qui est envoyée à New York, Colorado, pour essayer de résoudre des enquêtes où il ne se passe rien. Donc c'est un livre extrêmement amusant. Donc je vous recommande ces deux ouvrages vraiment. Et Puertolas, je vous aime beaucoup, vous êtes charmant. Merci beaucoup Anne-Marie. Fantomas pour accueillir Frédéric Dion. Pourquoi, mais... Oui, parce qu'on l'avait, voilà. On aime Fantomas. Fantomas. Voilà, parce que Philippe aime bien et parce que vous êtes bien vivant, vous êtes bien là, présent, pour nous parler d'une application, une nouvelle. Alors, je vais vous parler d'une application Apple, vous allez voir, et aussi surtout de liberté d'expression. Normalement, vous savez que les entreprises comme Apple, Microsoft, Facebook sont très attachées à la liberté d'expression. Eh bien, on peut retirer désormais Apple de cette liste des amis de la liberté. Voyez ce que nous apprend le Canard enchaîné. Apple collabore avec le pouvoir chinois pour censurer les internautes. Parce qu'en Chine, Internet est très surveillé. Il y a de nombreux sites qui sont bloqués. Si vous critiquez même un tout petit peu le pouvoir sur Internet, vous avez de gros problèmes. Eh bien, Apple a accepté de retirer de ses iPhones une application qui, jusqu'ici, permettait de contourner la censure. Grâce à cette application, les Chinois pouvaient se connecter sur le réseau étranger et donc accéder aux sites web interdits en Chine. Mais c'est fini, l'application est supprimée par Apple et dire, précise le Canard, que le slogan de Apple, c'est « Think different », donc penser différemment, pas trop différemment du pouvoir chinois et de sa censure envers les opposants politiques et persécutions parfois, puisqu'ils se retrouvent aussi en prison. C'est important parce que de plus en plus, les gens, vous savez, dans le monde, ont besoin d'Internet et des smartphones pour résister à leur manière. Regardez par exemple ici en Algérie, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Voilà, les femmes résistent aux hommes qui les harcèlent et qui voudraient les empêcher de se mettre en maillot sur la plage. Via Facebook, elles se sont organisées pour se concerter, pour arriver en groupe sur la plage. Parfois plus de 200 femmes, parce que sinon, si elles sont seules, elles se font prendre en photo par les islamistes qui ensuite poursuivent leur harcèlement sur Internet, stigmatisent la femme en question, etc. Mais quand elles sont en groupe, très courageusement, ces messieurs n'osent pas s'attaquer à ces femmes. À lire dans le Parisien. Et on les salue parce qu'il y a vraiment des pays où résister, c'est prendre un gros risque. C'est toujours Internet. Et je dois vous parler, hélas, de ce journaliste syrien Bassel Safadi, qui a été exécuté par le régime de Bachar el-Assad pour avoir critiqué justement sur les réseaux sociaux le régime de Bachar. Il a été exécuté en 2015, mais on l'apprend qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un tel blackout là-bas, c'est dans Libération. Alors je passe à plus pacifique. Nous sommes en été, c'est le temps des festivals. Ça va nous faire prendre l'air. Par exemple, du swing au grand air du Mont-Saint-Michel, ça c'est à partir d'aujourd'hui. Vous voyez à gauche,
le festival de jazz de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'au 13 août. Alors, dans toute la baie, hein, jusqu'à Avranches, Granville, précise Le Parisien aujourd'hui en France. Et à côté, l'Humanité, vous avez vu, nous rappelle qu'il y a aussi le festival interceltique de Lorient, également pendant 10 jours. À partir d'aujourd'hui, vous connaissez l'Interceltique ? C'est un énorme succès. C'est diffusé régulièrement sur France 3, d'ailleurs. Sur nos antennes, voilà. De son côté, la Croix nous conseille le Clos Lucé près d'Amboise, en Indre-et-Loire, avec des fêtes autour de Léonard de Vinci qui a vécu là-bas et qui n'était pas que peintre et inventeur, ce qu'on ignore. Il était aussi responsable des divertissements, c'est-à-dire des fêtes de François Ier. Et on en parle tout à l'heure avec Aurélia Bloch. Voilà. Et oui. Donc, 2 soirées spéciales organisées au Clos Lucé, demain soir et vendredi de la semaine prochaine, pour célébrer cet art de la fête de Léonard de Vinci avec foires, banquets, spectacles, balles, etc. Allez-y. Et je termine, c'est toujours dans la Croix. Une initiative très intéressante en Alsace. La forêt de Hartmannswiller Kopf, près de Mulhouse, accueille à partir d'aujourd'hui un musée sur la Première Guerre mondiale à propos de la bataille qui s'est déroulée à cet endroit. Ce qui est original, c'est que c'est un musée franco-allemand. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a 2 directeurs, un français, un allemand, pour parler de la Première Guerre mondiale. Donc allez-y aussi. C'est également dans la Croix et à Hartmannswiller Kopf en Alsace. Merci pour cette revue de presse culturelle. Et si vous aimez le cinéma en plein air, alors ça, c'est une bonne idée dont Julia va vous parler. Oui, effectivement, en ce moment, c'est la saison, beaucoup de cinéma en plein air, et ça, dans toute la France. Chaque année, petites et grandes villes sont de plus en plus nombreuses à ouvrir leurs parcs, leurs châteaux, enfin tous les endroits du patrimoine en France, et attendre des grandes toiles pour accueillir les cinéphiles de plein air. Par exemple, vous avez Marseille qui a une très très bonne programmation avec son festival plein air Marseille. Alors, films de répertoire, films d'auteur, vous avez à venir au Bonheur des Dames, Trax de John Curran, Mon oncle de Jacques Tati, énormément de choses, et ça pendant tout l'été. Vous passez de quartier en quartier à Marseille, et puis vous avez plus d'une 50aine en tout de projections entre juin et fin septembre dans toute la France. À savoir que les projections sont gratuites, Thierry, mais qu'elles sont payantes quand les films sont encore à l'affiche. Et puis le cinéma de plein air, c'est évidemment Paris, et la super programmation du cinéma de plein air de La Villette cette année sur le thème de la nourriture. Énormément de films, beaucoup de choses, le tout à regarder dehors jusqu'au 20 août. Voilà, profitez-en. Merci beaucoup, Julia. On continue avec Julia. Ça va vous intéresser, ça, Richard. Nous allons parler du quotient intellectuel des Français, car il y a une étude qui vient de sortir qui est assez alarmante. Oui, un peu déprimante. Ces études, elles montrent un net recul du quotient intellectuel dans les pays occidentaux. La moyenne française aurait baissé de près de 4 points en 10 ans. Alors bon, évidemment, moi je ne suis pas là pour vous déprimer, donc je vais vous proposer des solutions. D'abord, dans notre alimentation, Thierry, figurez-vous qu'au repos, notre cerveau utilise environ 20% de notre énergie alimentaire. Donc on mange quoi ? Eh bien, on mange du poisson et surtout du saumon, riche en oméga 3, et puis des féculents à indice glycémique faible, des myrtilles extrêmement riches pour tout ce qui est antioxydant. C'est le fruit qui est le mieux pour cela. Et puis des moules, parce que beaucoup de fer dans les fruits de mer, mais particulièrement dans les moules. Alors après, vous avez aussi des choses sur votre téléphone portable qui vous rendent intelligent, notamment cette appli qui s'appelle Biddies, qui va vous donner des leçons tous les jours, vous faire répondre à des questions, vous interroger sur ce que vous avez compris, et puis des tests comme ce site monqui.com qui va vous proposer des tests psychotechniques, des tests de QI très sérieux, et ça aide notamment les gens à se préparer pour les grandes écoles. Ouais, moi je fais tout ça, je suis désolé. De toute façon, vous apprenez beaucoup de choses à Télématin. Je mange tout ce que vous avez proposé, mais j'y arrive pas. Merci beaucoup, c'est très intéressant cette étude. Voilà, allez faire un petit tour sur le site de Télématin, vous en saurez davantage.